Donc, je vais vous présenter une analyse collective qui a été faite, comme vous le voyez sur la première diapo, qui est basée sur des retours d'expérience de tous ces co-auteurs qui ont animé des ateliers de conception et qui se sont dit, ben, on va analyser, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé dans nos ateliers. Et je prie tout de suite de m'excuser tous les co-auteurs à qui je n'ai pas fait passer la présentation diaporama. Donc, s'il y a des soucis dans le diaporama, si vous la trouvez moche, c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute des co-auteurs. Voilà. Donc, non, il y a encore des micros qu'on entend. Donc, je démarre. Ah, ça ne veut pas démarrer. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Donc, juste quelques rappels rapides du contexte, parce que je crois qu'on est tous au courant que, voilà, en agriculture, il y a des innovations de rupture qui sont attendues pour répondre à différentes choses, contribuer à la sécurité alimentaire, préserver l'énergie et les ressources naturelles, renforcer la biodiversité, améliorer la qualité des sols et des eaux, réduire l'usage d'intrants de synthèse, pesticides et engrais, parfois plusieurs choses d'ailleurs, et on voit que c'est compliqué d'atteindre ces nouveaux objectifs. Et que donc pour atteindre ces défis ambitieux, la conception innovante peut être une méthode intéressante. Et donc là, je redis juste, qu'est-ce que c'est la conception innovante? C'est un processus collectif qui est basé sur une exploration de solutions innovantes, conduisant à l'émergence d'artefacts, donc de nouveaux objets. Artefacts, ça couvre plein de types d'objets différents, qui n'existent pas encore et qui vont permettre d'atteindre ces objectifs et attentes renouvelées. Et donc, la conception innovante peut permettre d'aller vers ces innovations de rupture. Et en plus, il faut avoir en tête qu'en agriculture, la conception est généralement située, c'est-à-dire qu'elle va viser à ajuster les solutions aux caractéristiques singulières de la situation d'activité de l'agriculteur. Et donc, pour concevoir les solutions qui vont répondre à ces objectifs, en particulier des systèmes de culture ou des outils d'aide à la décision, ce sont les deux objets qu'on a traités en fait dans cette analyse. Dans la littérature a déjà décrit trois grandes familles de méthodes. D'une part, la conception pas à pas, qui est un changement graduel des pratiques basé sur des boucles d'apprentissage et surtout ancré dans la pratique, en fait. La conception se fait et avance progressivement par la mise en œuvre. La conception à partir de modèles, qui permet une exploration très large de combinaisons de techniques et d'environnements via des modèles agronomiques pour identifier, en fait, trier et identifier celles qui atteignent les objectifs visés. Et la conception participative de prototypes, celle qui va plus nous intéresser aujourd'hui, qui est donc une construction de solutions par un groupe d'acteurs aux compétences et aux connaissances variées autour d'un projet partagé qui vise en général des objectifs ambitieux pour une conception généralement située, dans ce que je disais juste avant. Donc, on a proposé de nommer dans notre papier « Atelier de conception » cette approche, une approche dans laquelle un collectif d'acteurs explore et construit in abstracto, en général, les ateliers de conception, c'est dans une salle, des solutions en rupture qui visent des objectifs ambitieux et renouvelés. Donc, en agriculture, il y a pas mal d'ateliers de conception qui ont déjà été mis en œuvre. On en voit déjà pas mal dans la littérature scientifique, mais en plus, même hors de la littérature scientifique, dans les organismes de R&D, c'est une démarche qui a été déjà pas mal mobilisée pour concevoir des systèmes de culture, des systèmes et bâtiments d'élevage, y compris à l'international, des outils d'aide à la décision, des paysages agricoles respectueux de l'environnement. Donc, différents objets, vous voyez, qui ont pu être traités dans ces ateliers. Mais on a pu constater que, alors qu'il y a pas mal d'articles scientifiques qui font référence à l'usage de cette approche, avec des intentions similaires, ils ne décrivent pas très précisément comment préparer un atelier de conception et mettre en œuvre ces ateliers, depuis la définition de la cible de conception jusqu'à l'atteinte des objectifs de conception. Et en fait, quand on est soi-même organisateur d'ateliers, on se pose des tas de questions et auxquelles on ne trouve pas forcément les réponses dans la littérature. Donc, notre prise de recul visait à essayer d'apporter un certain nombre de réponses aux questions
qu'en général, on se pose. Et donc, voilà, on espère qu'on aura répondu à un certain nombre de questions. Donc, dans la littérature, pour réaliser des ateliers, il existe déjà des propositions méthodologiques, mais qui sont partielles. Par exemple, les ateliers KCP, des ateliers pour concevoir des systèmes de culture innovants qui ont été développés, entre autres, par Raymond Rowe et dans le cadre du RMT, Système de culture innovant, et la méthode Rio à l'international. Mais, justement, c'est ce que je disais, aucune de ces démarches ne renseigne vraiment sur les nombreux choix méthodologiques qui concernent la préparation ou la mise en œuvre des ateliers. Donc, les scientifiques qui ont déjà mis en œuvre des ateliers dans les années récentes, ils ont hybridé des propositions, inventé des variants, et on s'est dit, ça vaut le coup de prendre du recul par rapport à ça, de partager nos expériences et d'en tirer des enseignements. Donc, nos objectifs dans le papier, ça a été 2 objectifs. D'une part, caractériser cette diversité de manières de préparer et de mettre en œuvre des ateliers de conception en agriculture et de gérer leur suite. Donc, 3 temps, préparer, mettre en œuvre et gérer les suites. Et puis, de discuter les avantages et limites de ces choix en vue d'en tirer des enseignements méthodologiques et d'identifier des points de vigilance. Et on a aussi mobilisé je ne sais pas si on va dire des échecs, mais des moments où finalement les ateliers n'ont pas forcément super bien marché pour justement alimenter ces enseignements méthodologiques. Alors, comment on a travaillé? En fait, on a travaillé par une analyse compréhensive croisée de 12 cas d'études que l'on a choisis. Il y en avait d'autres, mais on en a choisi 12. Alors, il y a leurs noms qui sont écrits à gauche. Je ne vais pas du tout vous les détailler. Il y en a qui reconnaîtront certains projets. Et je les évoquerai un petit peu après dans les résultats, mais pas forcément de manière systématique. Et juste quelques éléments de caractérisation de ces ateliers. Donc, tous les ateliers ont visé à concevoir des systèmes de culture, ceux qui sont en violet, ou des outils d'aide à la décision, les 3 qui sont en bas en marron. Tous ces ateliers ont abordé une diversité d'enjeux relatifs à la transition agroécologique. Donc, on voulait réduire les pesticides, réduire les engrais azotés, promouvoir la diversification des cultures, essayer de contribuer à la mitigation du changement climatique ou travailler sur l'organisation du travail lors d'innovations techniques. Et dans tous les cas, les solutions qui ont été conçues ont été des solutions systémiques. Et ça nous paraissait un élément à la fois important et original aussi par rapport à ce qu'on avait pu voir comme description d'ateliers dans la littérature, qui était d'ailleurs soit générique pour certains ateliers, soit situé. Et donc, tous les porteurs de cas de ces 12 cas sont co-auteurs et donc ont contribué à l'analyse. Alors, une fois qu'on a eu ces 12 cas, on s'est doté d'un cadrage théorique pour justement faire une analyse de ces cas. Donc, le cadrage théorique, il a mobilisé des choses sur la conception. Et donc là, j'ai remis sur cette diapo les éléments essentiels qui nous ont aidés à décrypter en fait ce qui s'était passé dans les ateliers de conception. Donc, d'une part, un processus de conception, c'est un processus d'exploration. Donc, on a travaillé sur cette exploration qui repose sur un dialogue entre un espace des connaissances et un espace des concepts qui, tous les deux, sont en expansion. Élargir, voilà, ce sont l'espace des concepts, c'est les solutions en émergence. Le processus de conception, c'est un processus collectif, donc on s'est interrogé aussi sur cet aspect-là, collectif. L'exploration dont j'ai parlé avant démarre toujours par la formulation de ce qu'on appelle un inconnu désirable, c'est-à-dire que ce qui existe n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on voudrait atteindre. Donc, finalement, on voudrait concevoir quelque chose voilà, de désirable et à la fois d'inconnu parce qu'on ne sait pas encore bien définir ce que c'est. Mais souvent, les effets de fixation handicapent cette exploration et donc il faut essayer de les contrecarrer, de les contourner. L'exploration vise à faire émerger progressivement les propriétés de l'objet qu'on veut concevoir, c'est-à-dire ses composantes, ce qu'il permet de faire, où, comment, etc., par qui il sera utilisé, et les critères d'évaluation, du coup, qui seront privilégiés et mobilisés dans cette exploration et dans ce processus de conception. Ensuite, la littérature nous dit que les concepteurs mobilisent souvent des objets intermédiaires pour faciliter justement les échanges collectifs. Donc, on s'interrogera là-dessus aussi.
Et enfin, que impliquer les futurs utilisateurs dès le début du processus de conception, les futurs utilisateurs de l'objet qui va être conçu, aide en général à adapter la cible, les solutions, les critères d'évaluation aux situations futures d'usage. Donc, on a utilisé tous ces éléments, tous ces concepts, tout ce cadrage pour analyser nos cas. Et donc, on s'est basé aussi sur un certain nombre d'informations qu'on a recueillies sur les cas. Donc, des informations recueillies sur la préparation, le déroulé des ateliers de conception et les sorties, à partir de documents écrits, donc des rapports d'atelier, des articles, des thèses, etc., qui concernaient tous les 12 cas d'études. On a aussi eu des présentations orales, donc on a organisé des réunions dans lesquelles chaque cas était présenté par le porteur de cas devant l'ensemble des autres porteurs de cas, avec une liste commune de questions qu'on leur avait posées, que je n'ai pas rappelé là, mais qui est dans l'article, pour justement avoir des informations qui nous permettraient d'ensuite appliquer notre cadrage théorique. Et puis, il y a eu des interactions collectives entre tous les porteurs pendant, déjà à la suite de ces présentations orales et ensuite pendant 3 sessions de travail. Et donc, il y a eu une coordination de l'analyse transversale par un sous-groupe des auteurs. Ensuite, on a défini des axes d'analyse qui correspondent en fait au plan de présentation des résultats ici. Donc, je vais d'abord vous présenter tout ce qui va concerner la préparation des ateliers de conception, ensuite la mise en œuvre des ateliers et enfin tout ce qui concerne les sorties et les suites. Et puis, j'aborderai quelques points de discussion à la suite. Donc, premier résultat concernant la préparation des ateliers de conception. Et en particulier concernant la formulation de la cible de conception. Donc, premier élément, tous les ateliers qu'on a analysés ont défini des cibles disruptives, ambitieuses, prospectives, mais en même temps réalistes, c'est-à-dire susceptibles de déboucher sur des solutions innovantes qui puissent être mises en œuvre. Différentes règles ont été mobilisées par les porteurs, enfin par les animateurs, pour définir ces cibles, en vue de stimuler la créativité des participants et de surmonter les effets de fixation. Donc là, il y en a un certain nombre. Par exemple, formuler un oxymore, par exemple, dans un des cas, vivre en harmonie avec le chardon, ou définir une cible en décalage avec les pratiques actuelles ou recommandées, ou même dégagée de toute contrainte réglementaire. Par exemple, dans un des ateliers, on a voulu essayer de définir une méthode de fertilisation sans définir un objectif de rendement, qui est pourtant aujourd'hui dans la réglementation. Ou alors, troisième possibilité, introduire une contrainte forte sur les intrants utilisables, par exemple, pas d'engrais minéral azoté, ou alors un système de culture sans pesticides. Quatrième option, prioriser une formulation basée sur les résultats attendus plutôt que sur les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, qui est en général plus génératif, qui va aider à l'exploration. Et enfin, définir une cible distante, c'est-à-dire qui ne pourra être atteinte que dans plusieurs années et non pas une solution à mettre en œuvre demain, parce que souvent, ça bloque l'exploration. Dans certains cas, il y a eu un travail spécifique qui avait été réalisé avant les ateliers pour définir la cible. Par exemple, un diagnostic des usages, je ne détaillerai pas, hein, mais je vous donne juste des exemples. Un diagnostic des usages dans le cas d'études APN, une traque aux innovations en ferme dans Vive les Bio, des discussions bilatérales entre l'animateur et des agriculteurs dans le cas Auto-N. Voilà, et tout ça, ça permettait de définir la cible. Par contre, on a pu constater que démarrer un atelier avec une description précise du cadre d'objectifs et de contraintes, qui est recommandé dans certains articles scientifiques, tend à limiter l'exploration et est en général moins génératif que la définition d'une cible centrée sur des critères plus ambitieux, plus exigeants, et quelque chose qui est moins définissable précisément au démarrage. Et ensuite, plusieurs cas ont confirmé qu'il était essentiel que la cible soit partagée par les participants à l'atelier. Partager, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde adhère dans le sens tout le monde est d'accord sur le fait de mettre en œuvre cet objectif, mais par contre, tout le monde adhère dans le sens où tout le monde est d'accord pour travailler dans cet atelier sur cette cible-là et se l'approprie bien. Et cette étape, elle est vraiment importante et elle prend parfois du temps. Dans certains ateliers, elle a pris du temps pour justement bien définir la cible pour qu'elle soit partagée et acceptée par tous. Deuxième élément de préparation, c'est le choix des acteurs qu'on va inviter autour de la table.
Donc, dans la plupart des cas, les ateliers ont rassemblé des acteurs avec des expertises diverses et qui étaient issus de différentes structures professionnelles. Et ça permettait de stimuler la créativité parce qu'on confrontait différents points de vue, chacun a ses idées, c'est son cadre en fait de travail ou de vue. Et donc, confronter les points de vue, ça élargit l'exploration. Ça permettait d'avoir des acteurs ayant des connaissances génériques et des acteurs avec des savoirs situés, donc des connaissances plus sur les conditions agricoles et les situations de travail des agriculteurs. Et on a besoin de toutes ces connaissances-là, en fait, dans la phase d'exploration. Et ensuite, ça a permis aussi d'impliquer de futurs utilisateurs des solutions conçues pour garantir, peut-être un mot un peu fort, mais leur acceptabilité et leur faisabilité. Dans certains cas, en revanche, les ateliers ont rassemblé uniquement des acteurs ayant la même profession, seulement des agriculteurs ou seulement des conseillers. Alors ça a permis, dans ces cas-là, de stimuler le partage entre pairs de préoccupations similaires, qui étaient importantes par rapport à la cible qui avait été proposée, et d'éviter des effets de fixation liés à la dépendance des agriculteurs à des bonnes pratiques recommandées par les conseillers. Dans certains ateliers, il y avait des agriculteurs avec leurs conseillers habituels et il s'est avéré que les agriculteurs n'osaient pas proposer des solutions différentes de ce que leurs conseillers leur disaient de faire d'habitude. Donc, ça a complètement bloqué l'exploration. Et donc, certains porteurs de cas ont observé aussi qu'une large exploration était facilitée quand le principal utilisateur de la solution n'était pas impliqué directement dans l'exploration, car ça pouvait finalement, ils pouvaient considérer que ces contraintes quotidiennes étaient insurmontables et donc bloquer l'exploration. Ça a été le cas dans des ateliers où on concevait un système de culture pour un agriculteur particulier. Et cet agriculteur, en fait, il n'avait pas le droit de parler pendant toute la phase d'exploration pour laisser justement la possibilité d'explorer. Et il intervenait dans un second temps seulement. Mais il était bien présent. Et dans tous les cas, les porteurs ont insisté sur l'importance de choisir des personnes motivées pour changer, voilà, pour changer leur pratique, et a priori ouvertes à de nouvelles solutions, pour ne pas bloquer toute nouvelle solution proposée, et aussi d'éviter des personnes muettes qui disent rien et qui sont là, mais finalement qui ne participent pas du tout. Dans certains ateliers aussi, il y a eu un rôle assigné à certains acteurs, par exemple faire tourner un petit calculateur en temps réel pour évaluer des solutions explorées, pour permettre de faire avancer l'exploration en éliminant ou au contraire en retenant certaines solutions proposées au fur et à mesure. Troisième point, le choix des connaissances à partager. Alors, pourquoi on s'interroge là-dessus? Parce que dans tous les ateliers étudiés, la phase d'exploration a été précédée d'une phase de partage de connaissances. Et ce partage de connaissances, il peut avoir différents objectifs, et il a eu différents objectifs selon les cas. Parfois, c'était partager un vocabulaire commun ou se familiariser avec l'enjeu de conception. Réduire des émissions de gaz à effet de serre pour des agriculteurs, ce n'est pas forcément trivial. Partager, donc autre objectif, partager un diagnostic de la situation actuelle. Par exemple, quand on conçoit un système de culture nouveau pour un agriculteur central, ben c'est quoi son problème? Partager une représentation des processus impliqués dans le fonctionnement de l'agroécosystème à modifier. Parfois, on a besoin de ces connaissances-là pour pouvoir explorer après, donc on considère que c'est important à partager au démarrage. Ou parfois, stimuler la créativité en présentant, par exemple, quelques exemples disruptifs issus de tracks ou d'expérimentations réalisées antérieurement. Alors, ce partage de connaissances, cette identification des connaissances, demande une préparation spécifique de la part de l'animateur et, en général, prend du temps. Et il ne faut pas négliger le temps que ça prend et parfois le travail spécifique que ça prend. Par exemple, là, quand je dis présenter des exemples issus de tracks, par exemple, ben voilà, il y a toute une track aux innovations qui a été faite en amont. Donc, voilà, un exemple. Ensuite, si l'atelier est composé de plusieurs séances, en fait, la présentation des résultats acquis depuis la séance précédente peut faire office de partage de connaissances des ateliers suivants. Et en fait, comme ça facilite la progression du processus de conception. Donc, par exemple, une évaluation d'un prototype conçu avant, des connaissances nouvelles générées depuis l'atelier précédent, etc. Mais
À cette étape, on a pu observer aussi, enfin les porteurs de cas ont témoigné sur le fait que la présentation directe d'options techniques nouvelles peut parfois limiter l'exploration ensuite, parce que finalement, les participants ils vont se focaliser sur les options techniques qui ont été présentées dans le partage de connaissances. Et donc, on a pu constater que cet effet de fixation est moins fort si les connaissances présentées concernent des processus biophysiques, avec éventuellement les actions techniques qui peuvent agir dessus, mais focaliser plutôt sur les processus plutôt que directement les options techniques. Quatrième point de cette préparation, c'est le séquençage des réunions. Dans la plupart des cas, les ateliers se sont étalés sur plusieurs séances. Il n'y a pas eu un seul atelier. Et donc, l'animateur, il a organisé la progression des séances et leur articulation, à la fois en amont, on peut un peu prévoir comment on va s'organiser, mais aussi in itinéré, parce qu'on ne prévoit pas toujours ce qui se passe dans un atelier, et parfois on rebondit en séance pour réorienter, prendre des décisions un peu différentes de ce qu'on avait prévu pendant l'atelier. Alors, on a observé, on a identifié plusieurs types de séquençage, parfois une exploration successive de la même cible pour différentes situations. Par exemple, on fait un type de sol une fois, un autre type de sol, ou un territoire une fois, un autre territoire, ou un agriculteur et un autre agriculteur après. Une évolution progressive de la cible. Par exemple, au début, on définit une cible très ambitieuse pour faciliter la défixation, par exemple, un système de culture sans pesticides. Puis, on va réduire petit à petit la cible pour la faire devenir un peu plus réaliste. Et en général, cette évolution s'est accompagnée d'une évolution des critères d'évaluation. Enfin, une progression dans les solutions conçues pour gérer des objets de complexité croissante. Quand on veut concevoir un système de culture entier, parfois c'est trop complexe de l'aborder dans son entièreté dans un atelier. Et donc, à ce moment-là, on peut séquencer un peu les séances. Donc, par exemple, là, pour concevoir un système de culture de production de semences sans pesticides, la première séance avait été dédiée à la carotte sans pesticides, la deuxième séance à la rotation et la troisième séance aux infrastructures agroécologiques. Et je reviendrai sur ce séquençage un peu plus loin. Parfois, il y a une période assez longue entre deux séances qui permet de produire des nouvelles connaissances qui ont été identifiées comme bloquantes dans la première séance, par exemple, et qui doivent être produites pour alimenter la suite de l'exploration. Des évaluations multicritères, de l'analyse de données ou de la littérature pour produire une connaissance spécifique, par exemple. Mais il faut temporiser ça, il faut prêter attention au fait que des délais trop longs entre séances peuvent aussi handicaper la dynamique de groupe. Les gens, ils ne se rappellent plus, les participants, ils ne se rappelaient plus. Ah oui, il y avait cette séance, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout. Bon, bref. Donc, il faut quand même bien gérer le timing pour maintenir cette dynamique de groupe dans le processus. Je passe à la deuxième grosse partie des résultats sur la mise en œuvre des ateliers. Donc, premier élément, en fait, on s'est aperçu que selon les ateliers, il y avait soit eu une grande diversité de solutions explorées, ou au contraire, un petit nombre de voies qui avaient été approfondies. Et en fait, cette alternative, elle a été gérée par les animateurs et elle dépendait de différentes choses, du temps disponible, d'abord, des résultats souhaités. Par exemple, dans APN, on voulait un prototype opérationnel dans le cadre de la thèse. Voilà, on a plutôt privilégié un petit nombre de voies, ou quand on veut un système de culture pour un agriculteur donné, et qu'on n'a pas 36 000 séances à passer dessus, ben on va pas forcément privilégier une grande diversité de solutions. Ça dépendait aussi de la nouveauté du problème posé. Par exemple, l'outil d'aide à la décision sur l'organisation du travail quand on introduit des innovations techniques dans une exploitation agricole, c'était un problème pas très, très exploré dans la littérature. Et donc, les animateurs ont souhaité d'abord explorer une grande diversité de solutions, quitte, tant pis, à ne pas produire un prototype opérationnel tout de suite. Et puis du souhait aussi de stimuler ou développer la capacité d'exploration chez les participants. Certains animateurs ont parfois fait face à des participants qui avaient du mal à explorer, et donc on peut choisir de tout de suite privilégier une grande diversité de solutions pour apprendre finalement aux participants à explorer. Et parfois, les deux objectifs étaient visés, grande diversité, petit nombre de voies. Et donc, l'animateur a géré cela par des séances successives complémentaires en général.
Deuxième élément, c'est les manières de gérer le caractère systémique des solutions conçues. Donc ça, c'est important en agronomie et pour les autres outils, les objets qui concernaient les ateliers de conception ici, le système de culture ou des outils d'aide à la décision. Alors, sur quoi porte le caractère systémique? Ben, parfois, par exemple, un système de culture, on va vouloir combiner des pratiques en valorisant les interactions qu'il y a entre elles. On va vouloir tenir compte du lien entre la solution qui est proposée et le contexte pédoclimatique ou le contexte socio-technique aussi. Et puis parfois, les solutions, elles combinaient, l'objet conçu combinait des solutions à mettre en œuvre à différents pas de temps. Par exemple, pour Auto-N, où on voulait un système de culture réduisant l'usage d'engrais azotés, ben, on avait des solutions à court terme pour gérer une bonne nutrition azotée de la culture, des solutions à moyen terme où on pouvait jouer sur la succession de cultures et des solutions à plus long terme où là, on allait jouer plutôt sur la gestion de la matière organique. Donc, tout ça, ça caractérise le systémique. Dans la plupart des ateliers, donc, finalement, comment on a géré ce caractère systémique via des séances successives qui ont abordé… Alors, pour les ateliers des systèmes de culture, les séances successives, en général, la plupart du temps, elles ont d'abord abordé la rotation, puis les itinéraires techniques de chaque culture. Cependant, c'est arrivé très souvent que pendant la seconde phase où on gérait les itinéraires techniques, ben on revenait sur la rotation, on modifiait la rotation initiale, parce qu'évidemment, en réfléchissant à la rotation, on ne pense pas à tout. Et si on veut bien valoriser les interactions, il faut revenir sur des choix qui ont été proposés initialement. Donc, dans tous les cas, les animateurs ont découpé le système de culture en sous-systèmes, plus facile à gérer dans un atelier pour l'exploration, mais, et c'est ça qui est important, tout en organisant au long du processus des allers-retours entre les différents sous-systèmes conçus. Parce que si on découpe et qu'après on ne fait plus les liens, ben en fait, on passe à côté du systémique. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment important dans le cadre de l'animation. Alors, il n'y a pas de règle de bon découpage, mais il est apparu quand même qu'un découpage par processus biophysique, par exemple, aujourd'hui, on va travailler sur l'azote, demain, on va travailler sur les variétés, après-demain, on va travailler sur les mauvaises herbes, n'est pas forcément le meilleur découpage parce que les processus, ils interagissent beaucoup. Donc, il faut plutôt privilégier un découpage qui va déjà favoriser l'approche du systémique dès le départ. Et enfin, voilà, dans certains cas, on a justement observé que le découpage qui avait été choisi et l'absence en fait de la gestion des liens entre les sous-systèmes qui ont été explorés ont rendu finalement difficile l'atteinte de la cible parce que ce caractère systémique n'avait pas forcément été très bien géré. Troisième élément, les objets intermédiaires mobilisés pendant les ateliers. Donc, dans tous les ateliers, il y a des objets intermédiaires qui ont été mobilisés dans 3 objectifs: stimuler la créativité, réduire l'effet de fixation, favoriser l'émergence de ces effets systémiques dont on vient de parler et évaluer les options proposées ou retenues. Et les objets intermédiaires mobilisés, ils étaient soit préexistants, soit conçus ad hoc pour les ateliers, et ils ont été conçus soit en amont, soit directement pendant les séances. Alors, les objets utilisés pour favoriser la créativité, c'est par exemple présentation d'un arbre initial de conception qu'on va enrichir au fur et à mesure de l'exploration, qui a été issu d'un travail antérieur par les animateurs, ou présentation d'un prototype martyr de la solution visée, qu'on va s'attacher à critiquer et à enrichir. Les objets utilisés pour accompagner la conception d'objets systémiques, c'est des représentations visuelles, par exemple, de l'objet en cours de conception, un diagramme qui représente la chronologie des actions techniques individuelles nouvelles évoquées pour vérifier et discuter leur compatibilité, un jeu de plateau pour manipuler une large diversité de composantes d'un système de culture et favoriser leur mobilisation dans l'exploration, et puis valoriser leurs interactions. Donc ça, ce sont des exemples, mais il y en a d'autres et on peut en inventer plein d'autres. Et puis, les objets utilisés pour évaluer des solutions intermédiaires, c'est le calculateur dont je vous ai déjà parlé, par exemple, utilisé en cours de séance. Dernier élément sur la mise en œuvre des ateliers,
relatives aux modalités d'animation des ateliers. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important, parce que le succès des ateliers dépend fortement de leur animation. Et donc, l'animation a différents objectifs. On a pu observer ça au travers des différents cas. Premièrement, gérer le caractère systémique des objets conçus. Donc là, l'animateur a un rôle clé pour encourager à combiner des options individuelles, remettre sur la table les interactions au centre des échanges, etc. Deuxième objectif, stimuler et faciliter les échanges collectifs pendant la phase d'exploration. Donc, l'animateur, il encourage, il garantit la bienveillance et la confiance entre les participants. Aucune idée n'est mauvaise. Souvent, une idée, même farfelue, elle va donner lieu à une idée moins farfelue derrière. Donc, voilà. Il va faciliter la dynamique de groupe en vérifiant que tout le monde participe et se sente bien dans le groupe. Il va stimuler l'adhésion au processus pour favoriser la participation à différentes séances successives, éventuellement, de ces mêmes participants. Ça peut être un objectif particulier que l'animateur se donne et donc il va être très vigilant dans son animation par rapport à ça. Et troisième objectif, réduire les effets de fixation et stimuler la créativité. Donc là, on a repéré un certain nombre d'astuces que les animateurs pouvaient mobiliser. Par exemple, proposer une propriété de la solution contraire aux propriétés habituelles, décrypter les propriétés d'une solution connue pour explorer des variants, supprimer temporairement des contraintes qui apparaissent bloquantes et les reconsidérer ensuite, encourager les participants à clarifier les connaissances sous-jacentes à une solution proposée, ce qui va souvent stimuler de nouvelles idées et enrichir l'exploration. Et donc, il y a des moyens utilisés par les animateurs pour faciliter pour atteindre ces objectifs. Par exemple, démarrer par un temps d'exploration individuelle, ce qui va faciliter la prise de parole ensuite de chacun. Voilà. Ça peut être aussi stopper temporairement l'exploration. L'exploration, en général, elle se fait à la base d'échanges qui sont assez rapides, hein, mais l'animateur peut aussi décider de stopper l'exploration pour résumer les points forts qui ont été discutés avant, pour souligner quelque chose, pour aider les participants à se repérer dans l'espace d'exploration qui est virtuel, parce qu'en général, on n'a pas le temps de l'écrire au tableau. Il va aussi ne pas laisser un participant monopoliser la parole, ni imposer ou éliminer une solution sans argumenter, être attentif à maintenir chacun dans une posture d'exploration et de participation. Donc, vous voyez que les animateurs, parce que souvent, du coup, les rôles peuvent être distribués, ils ont plein de choses à penser et plein de choses à faire pendant les ateliers. Alors, dernier point, les sorties et les suites des ateliers. Donc là, on a constaté que la plupart des ateliers ont atteint les objectifs initialement visés. Les solutions répondant à la cible initiale ont été conçues, et puis, etc. D'autres, on a un tableau dans l'article qui compare ce qui a été visé et ce qui a été atteint. Donc, en général, voilà, il y a ça détaillé dans l'article. Et donc, finalement, ça nous a amené à nous dire, c'est intéressant de réfléchir à des indicateurs d'évaluation du processus parce que tous les ateliers ne visent pas forcément le même objectif. Il y a certains ateliers, par exemple, certains animateurs qui nous ont dit, nous, le premier atelier, l'objectif principal, c'était de faire adhérer le groupe, de constituer un groupe motivé, etc. Et donc, ça, c'est un objectif particulier et l'animateur ne va pas s'y prendre de la même manière que quand l'objectif, c'est vraiment de concevoir une solution précise répondant à un objectif précis. Ensuite, beaucoup ont atteint des résultats supplémentaires par rapport à ce qui était visé. Par exemple, convaincre et motiver des participants initialement réticents à changer leur pratique, stimuler l'apprentissage de nouvelles connaissances sur des techniques inconnues, contribuer à l'apprentissage d'un nouveau raisonnement des manières de cultiver, que n'avaient pas forcément, sur lesquelles n'étaient pas à l'aise certains participants, prioriser des connaissances à produire. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont sorties des ateliers en plus de répondre à la cible. Et les suites des ateliers ont été variées. Alors, tout le monde a formalisé et partagé les prototypes conçus, mais souvent aussi l'arbre d'exploration, parce que souvent c'est utile de ne pas partager seulement la solution ou les quelques solutions retenues, mais finalement tout ce qu'on a exploré et voir les nouvelles connaissances partagées. Dans certains cas, il y a eu un approfondissement bilatéral, notamment quand l'objectif c'était de concevoir un système de culture pour un agriculteur. Évidemment, après l'atelier, il a fallu affiner un peu la solution conçue, et donc ça se faisait entre l'animateur et l'agriculteur.
Il y a eu la mise en œuvre in situ de certaines solutions conçues, soit dans des expés, soit chez des agriculteurs directement, et des tests de prototypes d'outils de la décision par leurs futurs utilisateurs, à la fois pour adapter l'outil et encourager l'usage, l'apprentissage de ce nouvel outil. Alors, quelques éléments de discussion. Donc, d'abord, on a constaté, donc, à travers ces retours d'expérience, que les ateliers de conception, c'est bien une méthode clé pour stimuler, accompagner la conception innovante en agriculture. Ça permet d'initier une dynamique de changement, d'ouvrir la gamme des solutions, de proposer des solutions répondant à des défis ambitieux, etc. Deuxièmement, on a retenu du coup un certain nombre, enfin tiré un certain nombre d'enseignements, de leçons méthodologiques pour faciliter le travail des futurs animateurs, on espère, donc pour organiser des ateliers de conception. Et donc, en fait, on s'est basé pour ces enseignements sur l'identification des traits communs et des points divergents qu'on a observés dans les différents ateliers. Et donc, ce qu'on propose dans l'article, ce n'est pas une bonne manière de faire, mais des clés, en fait, qui vont aider, on espère, qui vont aider les futurs organisateurs d'ateliers à adapter leur organisation à leur contexte et à leurs objectifs, à la fois pour formuler, partager la cible, gérer le rôle des contraintes dans l'exploration, choisir les acteurs à inviter, mobiliser une diversité de moyens pour stimuler la créativité, gérer le séquençage et le contenu des séances et animer. Donc, juste là, au passage, on a essayé de définir quelques qualités requises pour les animateurs. On s'est aperçu que des animateurs efficaces, ce sont des gens flexibles, qui ont des compétences relationnelles, qui sont ouverts à des propositions originales, parfois même déstabilisantes pour eux, et qui savent gérer leur propre fixation et qui savent aussi rebondir sur des propositions qui favorisent la poursuite de l'exploration. Dans toutes les propositions qui sont faites dans une exploration, il y en a qui vont être plus ou moins génératives. Et donc, voilà. Donc, tout ça, ça milite pour dire que finalement, savoir animer un atelier de conception, ce n'est pas donné, c'est un savoir-faire à acquérir et que probablement le meilleur moyen de l'acquérir, c'est par la pratique. Voilà, ensuite mobiliser différents moyens pour gérer le caractère systémique des objets à concevoir, ce qu'on a vu, et l'évaluation des ateliers à adapter en prenant en compte à la fois le point de vue des organisateurs et celui des participants. Et donc, dans l'article, il y a un tableau récapitulatif des enseignements et des points de vigilance qui est proposé. Deuxième gros point de discussion, c'est on a essayé de resituer ces ateliers de conception au sein des processus d'innovation en agriculture. Donc, il nous semble que les ateliers de conception, c'est une approche pour gérer des processus d'innovation en agriculture, mais ce n'est pas la seule. Et d'ailleurs, ils peuvent être utilement, efficacement, combinés avec d'autres. Par exemple, un diagnostic agronomique, un diagnostic des usages, une traque aux innovations en ferme, une évaluation, un diagnostic j'ai mis QUE, c'est plutôt C là, du système sociotechnique. Et donc, il nous semble que ça ouvre la porte à stimuler des recherches sur les complémentarités entre ces approches pour stimuler l'innovation ouverte. Ensuite, il y a certains enjeux dont j'ai parlé dans la première diapo, enjeux auxquels l'agriculture doit répondre, qui requièrent une gestion des pratiques à l'échelle du paysage ou du territoire. On n'a pas abordé ça dans le papier. Il y a des ateliers de conception à ces échelles, qui peuvent d'ailleurs bénéficier d'un diagnostic du système sociotechnique et pour appréhender justement les verrouillages, les blocages au développement de certaines innovations. Et donc là, il y aurait probablement intérêt à faire une analyse d'ateliers de conception à ces échelles, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont été mis en œuvre. Et donc, ça vaudrait le coup de faire une analyse un peu similaire à celle qu'on a faite. Dans tous les ateliers, il y a eu une grande diversité de connaissances mobilisées et une diversité d'acteurs qui ont été mobilisés. Et donc, bon, on y a vu l'intérêt et donc, ça nous semble ouvrir la porte à voir comment ces ateliers contribuent à l'innovation ouverte en agriculture et au rôle des ateliers dans l'identification de trous de connaissances. En conclusion, et ça sera ma dernière diapo, donc, la conclusion de cette analyse, c'est que finalement, conduire un atelier de conception ne s'improvise pas. Il faut une préparation rigoureuse, un savoir-faire dans l'animation qui sont indispensables à sa réussite. Et ça ne peut pas se réduire à des trucs et astuces. Donc, il y a un bagage méthodologique intéressant et peut-être ça vaudrait le coup d'enrichir, et pas d'enrichir, les guides IDEAS qu'on a déjà sur les ateliers de conception.
Ensuite, ça serait donc intéressant d'élargir une telle analyse à la conduite d'ateliers de conception qui ont porté sur d'autres types d'objets, que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, et que j'ouvre ici à des innovations couplées, visant à accompagner la transition des systèmes alimentaires. Donc, probablement, il faudrait adapter les principes méthodologiques, gérer la complémentarité avec d'autres approches, sans doute. Désolée, il y a encore des coquilles d'anglais qui sont restées. Et enfin, en conclusion, les ateliers de conception ont fait le constat qu'ils stimulent la conception collective d'innovation de rupture en agriculture et donc ils nourrissent de fait l'innovation ouverte. Et ça, c'est le graphical abstract de l'article qui est donc à la base de cette présentation et qui a déjà été publié dans European Journal of Agronomy. Voilà, je vous remercie et on peut répondre aux questions. Donc, j'arrête le partage.